Alors, bienvenue dans cette dernière partie de notre système de calendrier en PHP. Dans cette partie, on va voir la partie traitement de formulaire et on va permettre à l'utilisateur d'éditer, mais aussi d'ajouter un nouvel événement. Et on va commencer justement par cette fonction d'ajout. Donc on va avoir un petit bouton que l'on va mettre en bas à droite de notre écran qui permettra d'ajouter un nouveau événement. Donc on va aller directement dans la vue index.php. Et juste en dessous de notre gros petit tableau, de notre tableau, on va avoir une div qui va s'appeler, plutôt ça va être un bouton, donc on va mettre un lien, qui pointera vers add.php et on lui donnera juste un petit plus. Donc ça sera un petit plus dans un cercle bleu. On va lui donner une classe histoire de pouvoir le cibler plus facilement et cette classe, ça sera calendar__button. Je me dis ça peut être intéressant peut-être de prendre tout ce qui a trait au calendrier, donc globalement tout ça, et de le mettre dans une div qui aura la classe calendar. Voilà, c'est juste un petit peu d'organisation. Je vais maintenant modifier mon CSS. Donc dans mon calendar.css, je vais lui dire que la div qui a la classe calendar sera en position relative. Donc ça sera en position relative, ce qui me permet ensuite de styliser le bouton. Donc ça sera calendar__button. Donc ça sera un bouton qui aura une largeur et une hauteur de 55 pixels. J'ai pris à peu près la hauteur qu'avait le bouton de Google Calendar. On va mettre une hauteur de 55 pixels histoire que le texte soit correctement centré. On va mettre un texte align center et une couleur blanche. Histoire que le plus apparaisse de manière un petit peu plus grosse, on mettra un font size de 30 pixels. Pour que le bouton apparaisse convenablement, on va aussi mettre un background color et je vais prendre la même couleur que ce que j'ai en haut. Donc là, simplement, je sors mon inspecteur et on va prendre cette couleur-là. Donc c'est du dièse 007BF F. Voilà. On met un petit border radius pour que ce soit un cercle de 50%. Donc à partir de là, notre bouton devrait apparaître sur notre page. Il n'est pas forcément correctement stylisé parce que par défaut un lien n'a pas de largeur et de hauteur, donc je vais mettre un display block. Et là on voit que ça commence à avoir un petit peu de tronche. Donc là c'est un font size que l'on veut mettre et non pas un font style. Voilà. Et pour qu'il se place convenablement, on va utiliser le positionnement absolute. Donc on fait un position absolute et on va le mettre en bas de notre écran, donc à 30 pixels du bas et à 30 pixels de la droite. On rajoute un text decoration none, histoire qu'il n'y ait pas de soulignement, et on rajoute une transition sur la transformation. Donc là, ce que l'on va faire, c'est que dès qu'on va passer sur le bouton, on va le faire zoomer, et on utilise pour cela une transformation. Donc lorsque l'on passe sur ce bouton, le calendar__button, on va lui demander de transformer avec un scale à 1.1, ou même 120%. On va faire des petits essais. Si je réactualise, le bouton est bien en bas à droite et quand je passe dessus, je vois qu'il zoome. Alors je vais rajouter un text decoration none et ne pas changer la couleur, ça c'est important. Pour ajouter un petit effet de relief, je rajoute aussi un box shadow. C'est tout simplement un box shadow que j'ai repompé encore une fois de Google Calendar. Là on voit que ça commence déjà à avoir une apparence un petit peu plus sympa. Donc quand je clique dessus, il me faut afficher le formulaire qui me permettra d'ajouter un nouvel événement. Donc je vais aller créer le nouveau fichier qui va s'appeler add.php. Tout en haut, je commence par charger mon bootstrap. Donc ça sera dans le dossier src/bootstrap. Et ensuite, je peux charger mes différentes vues. Donc pour l'instant, je vais simplement faire un render et on va inclure le header et on va donner au header un titre qui sera ajouter un événement. Vous voyez, c'est quand même plus pratique. Maintenant, tout en bas, je peux faire un render et je vais rendre footer.php. Voilà, j'oublie pas d'ouvrir PHP à la fin et on le ferme ici. Donc je commence par mettre un H1, ou peut-être je vais entourer ça d'une div qui aura la classe container histoire que ça soit centré. On va mettre un H1 avec marqué ajouter un événement. Ensuite, on va créer notre formulaire classiquement. Donc ça sera un formulaire qui mènera vers la même page que la page courante. Donc on met absolument rien au niveau de l'action. Et par contre, la méthode, ça sera en post. Ensuite, à l'intérieur, on crée nos différents éléments. Donc on va avoir une div qui aura la classe form_control. Et ça sera le champ pour le titre. Donc au niveau du label, on va mettre titre. Je crée mon champ juste en dessous et je lui donne la classe form_control. Ça, c'est pour que Twitter Bootstrap le stylise convenablement.
Donc ça sera un champ de type texte. Et je vais lui donner un nom, donc ça c'est important, c'est comment les données vont être transférées ensuite au script. Donc je donne le nom name, tout simplement. Pour que l'input et le label soient connectés, il faut mettre un ID. Moi, je vais simplement mettre le nom du champ ici et ici. Si maintenant je réactualise ma page, je vois bien que j'ai mon titre et je peux cliquer dessus. Je vais peut-être rajouter au niveau du formulaire la classe form. Voilà. Et ensuite, on va peut-être séparer ça. Je vais créer un div qui aura la classe row et à l'intérieur un call-sm-6. Ça me permettra en fait d'afficher le titre d'un côté et de pouvoir afficher la date juste à côté. Donc pour la date, on va mettre ici date. Et pour le champ, on mettra un type date. Donc ça, c'est un nouveau type qui est apparu assez récemment, qui est supporté par les navigateurs modernes et qui permet de sélectionner une date. Donc le nom de ce champ, ça sera date. Donc là, ça ne correspondra pas forcément à quelque chose dans notre base de données. C'est important de le préciser. Si je réactualise, hop, je vois que j'ai ce petit champ-là. Et lorsque je clique ici, je peux sélectionner une date. Donc c'est plutôt sympa. Lorsque ces données seront postées, elles seront reçues côté PHP au format classique, donc année-mois-jour. Alors là d'ailleurs c'est form group et non pas form control. C'est pour ça qu'il y a des petits contours autour. Ensuite on va créer deux champs supplémentaires. Donc on va tout simplement dupliquer tout ça. Et ça sera deux champs, un pour la date de démarrage, enfin l'heure de démarrage. Donc on va mettre démarrage. Et ensuite un pour l'heure de fin. Donc ces champs-là, on ne va pas utiliser des types date, mais on va utiliser un type time, qui est un type qui est supporté par certains navigateurs. Il faut comprendre par là que par exemple, je crois que Safari ne le supporte pas, mais qui permet de préciser le temps. Vous pouvez rajouter un placeholder, histoire que l'utilisateur sache le format. Donc on mettra heure, minute. Donc on fera ça et pour ça. Pour le nom du premier champ, on va utiliser start. Et pour le nom du second champ, on va utiliser end, tout simplement. Si vous voulez voir à quoi ressemble ce champ, il vous suffit de réactualiser la page et ça ressemble à ça. Donc c'est simplement ici, on tape des chiffres, on n'a pas vraiment un picker. Si quelqu'un essaie de mettre une valeur qui est incorrecte, par exemple 24, automatiquement ça bloque et ça permet de mettre cette valeur-là. De la même manière, vu que ces champs sont obligatoires, vous pouvez rajouter l'attribut required. Alors la validation HTML c'est bien, mais sachez que ça ne vous empêche absolument pas de tester les choses côté serveur. Donc il faudra bien vérifier que ces valeurs-là existent et sont correctes. Parce que quelqu'un de mal intentionné peut choisir d'inspecter votre code HTML, modifier par exemple cette condition-là, retirer le required. Il peut même modifier le type. Donc là il mettrait quelque chose de type texte et se mettre à rentrer absolument n'importe quoi. Donc vous, il faut vraiment que vous vérifiez derrière que les données sont au bon format. Enfin, on va finir sur le dernier champ qui sera tout simplement notre champ description. Donc on met un label pour description et ça sera description. Ensuite, on met un text area. Ce text area, on lui donne l'ID description, histoire qu'il soit connecté au label. Le name, ça sera description. Et ensuite, vous pouvez préciser le nombre de colonnes et de lignes, ou ne rien mettre du tout et simplement mettre la classe form control. Enfin, il faut pouvoir soumettre le formulaire. Donc je recrée une div qui a la classe form group et à l'intérieur je vais créer mon bouton. Donc le bouton il aura simplement la classe btn et btn-primary histoire qu'il apparaisse en bleu. Et on mettra envoyer ici ou même ajouter l'événement. Maintenant on a quelque chose qui a un petit peu plus de tronche. Dès que je quitte un champ, si jamais je ne le remplis pas, ça m'affiche une petite erreur parce que le champ ne sera pas valable. Si j'essaie de soumettre, hop, voilà, on voit que ce champ est sélectionné avec notre erreur et cela apparaît en rouge. La partie description, elle ne sera pas obligatoire, donc on ne mettra pas d'attribut required dessus. Maintenant, ce qu'il me faudra faire, c'est gérer le traitement. Alors, pour tester les choses un peu plus simplement et pas avoir à rentrer des valeurs tout le temps, je vais mettre des valeurs ici par défaut. Donc on va lui dire que pour l'heure, on va mettre 20 heures. Ici, on va mettre comme valeur 19 heures. Au niveau du titre, on mettra démo. Et au niveau de la date, on mettra 2018-04-04. Ou même plutôt, le mois, on mettra 03. Je réactualise. Ou même, je recharge juste la page. Et on voit que la date est au bon format. Donc c'est toujours converti par rapport à la locale du navigateur de l'utilisateur. Donc c'est plutôt sympa.
Lorsque je soumets les informations, c'est bien soumis, mais maintenant il va falloir faire la partie traitement. Donc tout en haut, je vérifie, est-ce que cette page est appelée en poste? Ça veut dire, est-ce que j'ai posté des données? Si vous sortez votre inspecteur et que vous allez dans l'onglet réseau, lorsque vous soumettez un formulaire, vous voyez que la méthode qui est utilisée, c'est la méthode post. Quand vous chargez une page normalement, c'est la méthode get. Donc en vérifiant la méthode, vous pouvez savoir si oui ou non un formulaire a été posté. Donc là, je vais mettre une petite condition en lui disant si $_server de request underscore méthode, si la méthode est en poste, dans ce cas-là, ça veut dire que je vais devoir effectuer des vérifications et surtout effectuer le traitement. Donc je vais devoir vérifier est-ce que le titre est rempli, est-ce que la date est correcte, est-ce que le point de démarrage est inférieur au point de fin. Donc il y a plein de conditions à mettre. Le premier réflexe serait d'y aller avec des conditions. De peut-être définir une variable errors, qui serait un tableau. Hop. Ensuite, on mettrait une première condition, et si il y a une erreur, on remplirait notre tableau. Et on ferait ça avec les différents champs. Le problème, c'est que cette logique, je vais avoir besoin de l'écrire dans ce fichier add.php, mais j'en aurai aussi besoin lors de l'édition. Et de manière plus générale, c'est des vérifications que je pourrais être amené à faire plein de fois sur mon site. Par exemple, valider que un champ n'est pas vide ou valider qu'une date est au bon format. Donc toutes ces opérations de validation, si je les écris manuellement à chaque fois, ça va m'obliger à me répéter. Donc moi, je m'imagine plutôt avoir une classe pour gérer la validation. Elle fonctionnerait de la manière suivante. On aurait un validator égale new anti-slash calendar. Même là, vu que je suis dans ce namespace, je peux mettre directement calendar. Et on aurait, par exemple, un event validator. Je lui passerai absolument aucun paramètre. Et ensuite, je lui demanderai de valider les données en faisant validator validates. Et je lui passerai des données. En l'occurrence ici, directement les données qui ont été postées. Et ça me renverrait true si c'est correct, ou un tableau contenant l'ensemble des erreurs. Ensuite, je pourrais dire si il n'y a pas d'erreur, je ferai mon traitement. Dans le cas contraire, je réaffiche le formulaire avec peut-être les erreurs. En disant ici, en mettant une petite condition, if errors, donc si j'ai une erreur pour le titre par exemple, donc ça sera le name, dans ce cas-là, j'afficherai l'erreur. Donc là, je mettrai un if, et j'afficherai tout simplement errors de name. Et je ferai la même chose pour les différents champs. Donc pour l'instant, je vais me contenter simplement de cet élément-là. Peut-être ici, vous pouvez entourer ça d'une classe. Je crois que par défaut, dans Twitter Bootstrap, il y a help, block, ou je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais il y a une classe spécifique pour les petites erreurs. Donc voilà comment c'est censé fonctionner. Donc ça veut dire qu'au niveau de notre système, on doit avoir cette classe event validator. Donc je vais la créer directement dans mon dossier calendar et on va l'appeler event validator. C'est une classe qui permettra de valider les données qui ont été postées par rapport à un événement. Elle se situera donc dans le namespace calendar et la classe s'appellera event validator. Donc on avait dit qu'au niveau du constructeur, on n'avait besoin de rien, donc on ne met rien. Par contre, on avait dit, et ça c'est important, que l'on allait avoir une méthode validates. Cette méthode prendra en paramètre un tableau qui contiendra les données. Donc nous on va appeler ça simplement data. Et ça retournera quoi? Ça retournera un booléen ou un tableau d'erreur. Alors on ne peut malheureusement pas préciser des types multiples, donc on ne mettra pas de retour. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est dans la PHP doc, lui dire que ça retournera, return, quelque chose de type tableau ou un booléen. Dans la PHP doc, c'est autorisé. Donc moi je m'imagine avoir quelque chose qui fonctionnerait de la manière suivante. Je ferai un this, j'aurai une méthode validate, je lui mettrai le nom de la clé, par exemple name, je lui mettrai en second la règle de validation, par exemple minLength ici, et ensuite d'autres valeurs. Donc dans mon cas, je suis en train d'écrire ici, je veux que le champ name ait une largeur minimale de 3 caractères. Donc si c'est inférieur à 3 caractères, ça doit renvoyer une erreur. Donc cette méthode, je peux tout de suite la créer, mais je peux aussi me dire, le souci c'est que si je crée par exemple une méthode validate minLength, ou plutôt ça s'appellera minLength directement. Cette méthode-là, elle est ultra générique, elle n'est pas spécifique à mon système d'événements. Donc techniquement, je pourrais en avoir besoin ailleurs. Donc ça peut être intéressant de se dire, je vais me créer une classe validator qui sera plus générique. Donc cette classe-là, je la mettrai peut-être dans un dossier app, et je vais l'appeler validator.php. Alors pour qu'elle soit correctement détectée, il va falloir que dans mon composer.json, je lui dise
le namespace app sera dans le dossier app. N'oubliez pas que dès que vous faites une modification à ce niveau-là, vous devez relancer la commande composer dump autoload. Maintenant que c'est fait, dans votre validator, vous créez votre classe. Vous la placez dans le namespace app et la classe va s'appeler validator. Donc comme on l'a dit, on allait avoir une méthode validates qui prend en paramètre des données qui sont un simple tableau. Et globalement, je recopie ce que j'ai écrit ici. Dans les autres méthodes, j'aurai besoin de valider les données, ce qui veut dire que data doit être accessible comme propriété. Donc pour l'instant, je mets cette propriété en privé. Donc ça sera une propriété privée qui va s'appeler data et qui sera un tableau. Dès le début ici, j'initialise en faisant un visData égale data. Ensuite, je vais avoir une méthode, comme on l'a dit, validate, qui prendra en paramètre le champ, qui sera une chaîne de caractères. Ça prendra en second paramètre la règle, qui sera donc le nom de la méthode, et ensuite d'autres paramètres qui seront les paramètres à envoyer à la fonction. Première chose que je dois faire, je vais vérifier est-ce que le champ existe. Donc si il n'est pas défini, donc ça sera visData, et ensuite on récupère le champ. Donc dans mon cas que j'avais écrit, je récupérerai par exemple le champ name. Si ce champ-là n'est pas défini, on peut tout de suite renvoyer une erreur. Donc pareil, pour stocker les erreurs, je me dis que je vais avoir une propriété privée errors. Et là, je vais lui dire remplis dans le tableau errors une erreur pour ce champ en particulier, et l'erreur, ça sera le champ suivi du nom du champ n'est pas rempli. Dans le cas contraire, je vais appeler la méthode, donc je peux faire un call user func. J'appelle la méthode qui va s'appeler méthode sur l'objet en cours. Je lui passe en paramètre le nom du champ et ensuite je lui passe les différents paramètres. Si je reviens à mon exemple, dans mon event validator, je peux lui dire je veux que tu appelles la méthode parent, donc ça équivaut à appeler en fait cette méthode là. Donc je fais un parent validates, je lui passerai en paramètre les données et ensuite je pourrais lui dire je veux que tu valides, donc mon champ c'était name on avait dit, avec la méthode minLength et voilà la taille de mon élément. Et à la fin je ferai un return de visErrors. Alors pour que cette classe ait accès à la propriété errors, ce qu'il faut faire, c'est que cette propriété doit être en protégé. Voilà. Et je vais en profiter pour lui dire que par défaut, c'est un tableau vide. Donc là, pareil, quand je fais un validate, ça peut être intéressant de vider le tableau juste avant de faire toute la partie traitement. Donc je ferai visErrors égale un tableau vide. Donc pour que cette classe EventValidator fonctionne, il faut que je lui dise d'étendre de la classe Validator. Et en haut, je n'oublie pas d'importer le namespace pour que ça fonctionne convenablement. Alors ça fait beaucoup de choses à avaler, donc on va faire une petite pause et tout de suite réessayer. J'essaie de resoumettre mon formulaire, et pour l'instant, il me dit call user func expect parameter 1 to be a valid callback. Donc effectivement, la méthode minLength n'existe pas. Vu que c'est une méthode générique, je ne vais pas la mettre directement ici, mais je vais la mettre dans la classe parente. Comme ça, si demain j'ai un autre validateur à créer, il me suffit de dupliquer ce code-là et de changer par exemple les champs à valider. Donc dans mon cas, je peux maintenant créer la méthode minLength. Elle prend donc en paramètre le champ et en second paramètre, elle prenait la longueur qui était un entier qui était length. Voilà. Et cette méthode, elle définira une erreur dans visErrors s'il y en a une et sinon elle ne fera rien. Donc là, il me suffit simplement de compter la taille de la chaîne de caractères. Donc je fais un mb underscore string length. Alors pourquoi je n'utilise pas directement string length? Parce que je compte les caractères multibits. Donc si on a des émoticônes et tout, pour moi ça ne compte que pour un seul caractère. Donc j'utilise plutôt mb string length. Après c'est à vous de voir votre politique. Donc moi je lui dis, si effectivement le nombre de caractères est inférieur à la taille qui est demandée, donc strictement inférieur, dans ce cas-là, ça renverra une erreur. Donc je ferai un visErrors et je lui donnerai une erreur pour le champ en question qui serait le champ doit avoir plus de, et je mettrai le nombre de caractères.
Donc là, je viens de créer très rapidement une règle de validation. Je vais la modifier pour essayer d'être un petit peu plus bourrin et lui dire 30 caractères minimum. Et pour vérifier que ça fonctionne, dans mon add.php, je vais ici mettre un dd et afficher les différentes erreurs. Je resoumets les informations et on me dit bien, le champ doit avoir plus de 30 caractères. Donc j'ai automatiquement comme ça un petit système de validation. Je peux aussi en profiter tout en haut pour par exemple lui dire if errors, hop, and if. Donc là ça serait plutôt si ça c'est vide. Donc if empty de errors, enfin différent de empty errors, ben dans ce cas-là, on mettra une div qui aura la classe alert, alert-danger, et on mettra merci de corriger vos erreurs. Bon, après, dans la partie CSS, on pourrait rajouter plein de classes à cet endroit-là, mais on va s'arrêter là. Je vous laisse ensuite faire le reste du script. Hein. Le but, c'est que vous adaptiez. Moi, je vous pose la logique pour vous aider, mais après, c'est simplement mettre des conditions et rajouter des classes. Donc là, on commence à avoir quelque chose qui a un petit peu plus de tronche. Donc je vais redéfinir ma règle, la redescendre. On va dire 5 caractères. 5 caractères, ça a l'air pas mal, quoique des mots, ça passerait pas. Donc allez, on va passer à 3 caractères. Qu'est-ce qu'on veut valider ensuite? On veut valider que la date, donc c'était le champ date, il est un format date valide. Donc on va mettre juste date. Et on n'a pas de paramètres supplémentaires. Donc ça veut dire qu'au niveau de mon validator, je dois créer cette nouvelle méthode, public function date. Donc ça prendra en paramètre un champ qui sera une chaîne de caractères. Et on va valider la date. Alors pour valider une date, on pourrait faire une expression régulière où on peut un petit peu tricher et on peut lui dire, je vais essayer de créer en fait, en utilisant la méthode sur les datetime, vous avez une méthode qui s'appelle create from format. Vous lui précisez un format, donc typiquement moi je vais lui préciser ce format-là. Et ensuite, je lui passe en second paramètre la valeur. Donc, ça sera this, data, et ensuite, je lui passe le champ. Automatiquement, ça renvoie true si ça arrive à créer une date, et ça renvoie false sinon. Enfin, ça renvoie une date si ça arrive à créer une date, et ça renvoie false sinon. Donc, je peux utiliser ça, en fait, pour valider les données. Donc, je vais lui dire, si ça me donne false, ça veut dire que la date n'est pas valide. Donc, ici, je vais mettre this errors pour le champ en question. La date ne semble pas valide. L'avantage, c'est que je peux utiliser la même logique pour le temps. Donc je pourrais avoir une fonction qui s'appellerait time et qui validerait un temps avec le nombre d'heures suivi du nombre de minutes. Et là, on mettrait le temps ne semble pas valide. Donc au niveau de mon event validator, je valide la date et je peux ensuite valider le start en lui disant ça doit être une date valide, donc un time, et je valide aussi end en lui disant ça doit être un temps valide. Pour la description, je n'aurai pas de validation. Alors si je vais essayer de resoumettre les informations, on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Il y a juste peut-être ici où il me dit il y a un petit souci. Parce que là, il faudrait que je rajoute une petite condition en lui disant if isset ce truc-là. Voilà. Sinon, il me dit l'index n'existe pas, ça ne me va pas. Donc là, on voit qu'on n'a pas d'erreur, ça veut dire que les données sont correctement validées. Si je venais à essayer de shunter le système, à modifier ce champ-là, donc je mettrai, je change de type et je mettrai type texte. Donc là, il m'autorise absolument à mettre n'importe quoi. Donc si je mets quelque chose qui ressemble à une date que PHP ne saurait pas traiter, par exemple on mettrait un tiret comme ça et on mettrait n'importe quoi, dans ce cas-là, il me dirait merci de corriger vos erreurs et il faudrait que je mette le message en dessous. Par contre, petite note importante, si vous mettez en type texte et vous vous dites, je vais le tricher un petit peu et lui mettre 28 heures. Ça, pour lui, c'est une date qui est valide. En fait, il comprend automatiquement que 28, ça fait 24 plus 4 et il mettra 4 heures du matin. Donc ça, c'est pour lui une date valide. Donc ça ne vous gênera pas après pour vous dans la partie exécution. Si vous voulez être plus strict, il faudra aller passer par des expressions régulières ou exploser la chaîne, vérifier que le chiffre est bien entre 0 et 23. Donc voilà, vous pouvez mettre des conditions un petit peu plus complexes. Mais moi, cette condition-là me suffit parce que je sais que derrière, PHP sera capable de traiter ce format de date. Une dernière validation que l'on doit faire, c'est valider que start soit avant end. Donc je vais lui dire que start doit être after time ou before time plutôt. Et je lui passerai en troisième paramètre l'autre champ. Donc ça serait end. Donc cette méthode, je vais aller la créer dans le validator.
Donc on est parti, public, function, before time. Ça prend en premier paramètre le champ, qui serait en fait le champ de démarrage, et en second paramètre, le champ d'arrivée. Donc ça serait end field. Et là on appellerait ça start field. La première chose que je vais vérifier que start field et end field sont bien des champs de type time. Donc je peux utiliser cette condition-là. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de se dire que ces fonctions de validation, elles retournent en fait systématiquement des booléens en plus pour dire si le champ est valide ou pas. Donc dans ce cas-là, il faudra que si la condition n'est pas valide, hop, je mette un return false. Par contre, si la condition est valide, je mets un return true. L'avantage, c'est qu'après, je peux combiner et lui dire par exemple, je veux que ce champ-là, donc ça sera start field, soit bien un temps et que le champ end field soit bien un temps. Si effectivement les deux sont un temps, je vais pouvoir les convertir en utilisant la méthode que j'ai écrite plus haut. Donc c'était cette méthode-là. Ça me renvoie ici systématiquement un datetime parce que j'ai bien fait le test et je sais que c'est un format qui est valide. Donc je le fais pour le start field mais aussi pour le end. Et ça je vais plutôt l'appeler start et end. Et ensuite, il me suffit de comparer en fait les deux valeurs. Donc je lui dis si start et je récupère le timestamp, qui est un nombre qui est le nombre de secondes écoulées depuis une certaine période. Si c'est supérieur au temps d'arrivée, dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai une erreur. Donc je ferai un this errors et je lui préciserai que j'ai un problème. Donc là, ce serait un problème pour le champ start field. Et je mettrai le temps doit être inférieur au temps de fin. C'est pas terrible comme nom, mais voilà, vous pouvez changer le wording plus tard, ou même imaginer avoir des paramètres supplémentaires. Dans ce cas-là, je return false. Dans le cas contraire, je return true. Et dans le cas où cette condition n'est pas bonne, je return false, parce que ça veut dire que un de ces deux champs n'est pas correct. L'avantage au niveau de mon event validator, c'est que vu que ça valide correctement que c'est un temps, je peux me passer de ces deux règles de validation. Donc en une condition, je simplifie les choses. Et là, j'ai fini avec mon système de validation. Donc vous le voyez, c'est quand même beaucoup plus propre que rajouter des tonnes de conditions. Il me suffit simplement de créer une classe avec une simple méthode. Si maintenant je resoumets les informations, pas de souci. Si je venais à mettre 21h et que je soumettais les informations, j'aurais un problème. Donc après, je peux rajouter un petit peu de code. Donc lui dire ici que la date n'est pas valide. Et ensuite, pour la date de démarrage, où là je sais qu'il peut y avoir une erreur, je rajoute aussi une erreur sur le champ start. Et la classe, ce n'est pas help-block, mais c'est form-text. Donc si j'essaie de resoumettre les informations, là ça pose pas de problème, mais si je mettais 21, là j'aurais un petit problème. Et on me dit bien, le temps doit être inférieur. Je peux même rajouter la classe text-muted, je crois, pour que ce texte apparaisse un petit peu plus en clair. Voilà. Et allez, tant qu'on y est, on change le nom du tag et on mettra small. Impeccable. Par contre, une chose qui peut être dérangeante, c'est qu'on perd les données entre-temps. Parce qu'au niveau de notre formulaire, on avait mis de fausses données. Donc ce que vous pouvez faire, c'est avoir une variable. Par exemple, vous l'appelleriez data. Ça serait un tableau vide. Ensuite, lorsque des données sont postées, vous diriez que data, c'est tout simplement les données postées. Et ensuite, vous utilisez ces données. Donc par exemple, dans mon premier champ, plutôt que de mettre des mots systématiquement, je lui dis d'afficher les données. Donc ça sera si on a un data avec la clé qui s'appellerait name. Dans ce cas-là, on affiche en échappant, il ne faut pas oublier le nom. Dans le cas contraire, on mettrait une valeur par défaut ou rien. Moi, je ne vais rien mettre ici. Et on fera ça pour les différents champs. Donc là, on le fait pour le champ title. Ensuite, on le fera pour le champ date. Donc c'était cette valeur-là. Donc si on a une date, on utilise la valeur de la date. Ensuite, on le fait pour le démarrage. Donc ça sera start et start. Et on le fera pour la date de fin. Donc c'était cette valeur-là, que l'on remplace par notre petit système. Et tant qu'on y est, on fait la même chose pour la description. C'est vrai que je n'avais pas mis de valeur, mais par contre pour la description, c'est à l'intérieur du texte array qu'il faut mettre les choses. Donc ce sera description.
Si j'essaie de resoumettre les informations en soumettant quelque chose d'erroné, ben je vois que cette fois-ci mes données sont conservées. Donc je peux mettre quelque chose de valide et soumettre. Donc maintenant il me faut la partie traitement qui va enregistrer mon événement. Donc pour faire ça, ben je vais passer par ma fameuse classe Events. C'est celle-là qui est toujours chargée de communiquer avec la base de données. Donc dans cette classe-là, je m'imagine avoir une nouvelle méthode qui va s'appeler Create et qui permettra de créer un événement. Et du coup, ici, je dois lui préciser le paramètre. Alors le paramètre, on peut se dire, je te donnerai un tableau qui contiendra les données à persister, ou je peux lui dire, ça sera un événement. Donc on créera un événement et on lui passera cet événement-là. Donc ça, il faut importer tout en haut la classe Event. Et vu que c'est dans le même namespace, on n'a rien à mettre. Donc ici, je lui dirai, voilà, tu auras un événement et tu devras le sauvegarder. Donc pour le sauvegarder, tu auras besoin de PDO, mais ça on peut y accéder en faisant un vis PDO. Je vais préparer une requête et je vais faire un insert into events et je vais remplir le champ donc name, description, start et end avec les différentes valeurs. Et je lui dis les valeurs, donc ça sera values et ça sera un premier paramètre et on avait combien de champs? 4 champs. Donc on aura 4 paramètres, 4 points d'interrogation. Et hop, je ne sais pas pourquoi j'appuie toujours sur la mauvaise touche. Voilà. Maintenant que cette requête préparée est créée, je la sauvegarde dans une variable que j'appelle statement et je vais pouvoir l'exécuter. Donc je ferai un statement execute et je vais avoir besoin des différents paramètres. Donc pour récupérer le name, ça sera un event get name. Pour le point de démarrage, ça sera event. Donc on avait créé des petites méthodes. On avait la méthode getStart. Donc cette méthode retournait un datetime et je peux le formater convenablement pour MySQL. Donc ça sera ymd h2.i2.s. Je fais la même chose pour la date de fin. Donc ça sera getEnd. Et je fais la même chose pour la description. Donc attention à l'ordre des arguments. Il faut que ça corresponde à ce que vous avez mis en haut. Donc name, description, start et end. Donc automatiquement, ça va faire l'insertion et ça va retourner true ou false s'il y a un problème. Donc moi, je me dis, je retourne directement ça et comme ça, derrière, je peux aviser. Donc ça retournerait un booléen. Ce qui veut dire qu'au niveau de mon add.php, si jamais je n'ai pas d'erreur, il faudrait que je puisse être capable de créer mon événement. Donc je ferai un event égale new event. Donc là, il faudra que je mette le nom du namespace complètement. Et ensuite, il me faudrait un moyen de définir les informations en faisant un $event, par exemple, set name. Et je lui passerai le nom qui serait data name. Ensuite, je ferai un set, et vous comprenez le principe, je vais remplir les différentes informations. Donc ça serait data description, set start, et là c'est un petit peu plus problématique, et set end. Ces méthodes-là n'existent pas, donc je vais aller les créer. Au niveau de ma classe event, je vais le faire après les getters. Donc on va avoir une méthode setName qui fera tout simplement un vis name et qui prendra en paramètre le nom. Ce nom sera nécessairement une chaîne de caractères. Pour la description, ça sera la même chose. Donc ça sera setDescription. Ça sera une chaîne de caractères qui s'appellera description. Et ça définira la valeur dans description. Ensuite, pour la fonction setStart, pareil, ce sera simplement une chaîne de caractères qui sera la date de démarrage. Et ça fera un vis start égale start. Et on fait la même chose avec le setEnd. Alors on peut se demander pourquoi tu n'as pas tout simplement mis ces propriétés en public et ensuite tu ferais quelque chose du style event, tu définirais le end et tu mettrais cette valeur là. Je fais des setters parce que peut-être plus tard ça me permettra de rajouter des conditions. Et là en fait, rien qu'avec le typage, ça me permet de rajouter des conditions. Si j'essaie de faire un setEnd en lui passant quelque chose de nul, lui il va le détecter automatiquement et nous me renvoyer une erreur. Donc ça me permet de m'assurer globalement des données qui rentrent et de ne pas avoir n'importe quoi. Donc c'est une assurance supplémentaire sur la validation des données en fait. Maintenant que j'ai ces différents setters, je peux le faire au niveau de mon add. Le seul problème, c'est que pour le point de démarrage et le point de fin, il me faut les formater correctement.
Donc là, je vais les formater grâce à la méthode datetime. Donc on fera un date time, create from format. Le format, ça sera y-m-d, h2.i. On n'a pas de nombre de secondes. Pour obtenir cette chaîne de caractères, il me faut la date. C'est rentré dans le champ date. Et ensuite, je mets un petit espace. Et le temps, c'est ce qui est rentré dans le champ start, mais aussi le champ end. Ça me donne globalement un datetime. Datetime que je dois formater convenablement. Donc je vais utiliser la méthode format et je le formate au format y-m-d et h2.i, 2.s. Voilà, histoire qu'on ait une date complète qui soit ensuite traitable. Maintenant que j'ai rempli un petit peu mon modèle, je peux le débugger juste pour voir de quoi il en retourne. Si j'essaie de resoumettre les informations, je vois bien que j'obtiens l'ID qui est nul, ça c'est normal. J'ai bien démo qui a une valeur, la description est vide, et par contre j'ai mon champ de date de démarrage et date de fin qui correspondent. Donc on voit bien que c'est 19h et 20h. Maintenant je peux persister les données. Donc il me suffit simplement de créer un nouvel events, en faisant new events. Je dois lui passer en paramètre l'instance de PDO. Donc moi, à aucun moment j'en avais besoin, donc je vais le faire directement ici, get PDO. Et ensuite, je peux lui demander de créer notre événement. Et je lui passe simplement en paramètre mon événement. Et une fois que j'ai fini, je peux rediriger l'utilisateur vers la page qui affiche l'ensemble des calendriers. Donc là, je le renverrai directement sur la page d'accueil. Et je mets fin à l'exécution de mon script. Ce que je peux faire, c'est peut-être ici, le rediriger en mettant un success égale 1. L'avantage, c'est que derrière, dans mon index.php, je pourrais mettre au-dessus de mon tableau, à cet endroit-là, une petite condition en lui disant, si on a un get success, dans ce cas-là, je vais pouvoir lui dire, effectivement, bravo, l'événement a bien été sauvegardé. Donc je mettrai une classe alert-success. L'événement a bien été enregistré. Et pour que ça apparaisse correctement, je vais entourer ça dans une div qu'à la classe container, parce que j'ai pas envie que ça prenne 100% de largeur. Donc j'essaie de resoumettre les informations. Donc mon événement s'appelle démo, et on me dit bien l'événement a bien été enregistré. Et on le voit ici, il apparaît en cet endroit-là. Maintenant, quand je clique, j'aimerais bien avoir le formulaire pour éditer cet événement plutôt que cette page-là. Et vous allez le voir, ça va être relativement rapide parce qu'on a déjà écrit en fait le code. Donc je vais copier la page event et l'appeler edit.php. Donc je vais laisser pour l'instant ce qu'il y a et je vais avoir besoin de créer le formulaire et de le remplir. Et je me dis, c'est embêtant parce qu'au final, est-ce que c'est pas un peu la même chose que tout ce que l'on avait écrit ici? Et effectivement, j'ai raison. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout, sauf la partie bouton, et sauf le titre. C'est globalement tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce formulaire-là. Et ça, je vais le mettre dans la partie vue. Je vais créer un nouveau dossier, que je vais appeler calendar, et on va avoir ici un fichier que l'on va appeler form.php. À l'intérieur, j'y mets simplement mon code. Ce code, pour fonctionner, il aura besoin de deux variables, data et errors. Au niveau de mon add.php, je peux maintenant lui dire ici, j'ai envie que tu rendes le form, mais attention, il est dans le dossier calendar, et je te passe en paramètre donc les données, ça sera data, ça sera data. Et ensuite, je te passe les erreurs. Errors, ça sera errors. Maintenant, je vais essayer de réajouter un nouvel événement. Donc j'ai une petite erreur au niveau de cette variable-là parce qu'elle n'est pas forcément définie. Donc je la définis tout au-dessus, comme ça je n'ai pas de souci. Donc j'essaie de réactualiser et on voit que mon formulaire s'affiche convenablement. J'essaie de soumettre quelque chose d'erroné, je clique sur ajouter et j'ai bien une erreur. Mais par contre mon champ n'est pas rempli parce que oui, comme un gros boulet, si je ne mets pas le render dans la partie formulaire, on ne va pas aller loin. Voilà. Si je sauvegarde et que maintenant je réactualise, là les données vont être convenablement persistées. Donc je vois bien que ce champ-là est resté vide. Là, il me demande de remplir ces données-là. On va les remplir. On va mettre 1998. On va mettre une heure. Et ensuite, on va mettre une heure qui n'est pas bonne. J'essaie de modifier l'événement. Et on me dit merci de vous corriger vos erreurs. Donc ce champ-là est bon. Ce champ-là n'est pas bon et j'ai bien l'erreur.
Donc maintenant, dans ma partie calendrier, quand je vais cliquer sur un événement, j'aimerais bien plutôt arriver sur la page d'édition. Donc dans mon calendrier, c'était dans le index.php. Plutôt que d'afficher event.php, je vais rediriger vers edit.php. Je clique sur cet événement-là et j'aimerais bien avoir notre formulaire. Donc si je prends le code de l'édition, on va toujours avoir besoin de PDO. On initialise la partie événement. On lui dit, bon, ben, s'il n'y a pas de getID, on redirige vers la partie 404. Mais on avait même créé une petite méthode qu'on peut l'utiliser ici. Ensuite, j'essaie de récupérer l'événement. Et si je récupère l'événement, je fais la suite. Pas de problème à ce niveau-là. Je vais laisser le H1 et on va plutôt mettre ici éditer l'événement. Et après, en petit, on mettra le nom de l'événement. Donc ça ne bouge pas, ça me semble correct. Et par contre, après, on a envie d'afficher le formulaire. Donc je peux me baser sur ce que j'ai fait sur la partie add et simplement prendre la partie formulaire. Par contre, il faut que je lui envoie des données et des erreurs. Par défaut, il n'y a pas d'erreur. Donc on mettra, j'aime bien déclarer toutes les variables en haut, errors est un tableau vide. Par contre, les données, ce n'est pas forcément un tableau vide. Il faut déjà les pré-remplir. Donc on pourra lui dire que data, c'est un tableau qui va avoir un champ name. Et au niveau du champ name, ben, je peux récupérer mon événement et je récupère le nom, getName. Au niveau du champ date, ben, je peux utiliser la méthode event. Je récupère par exemple le point de démarrage et je lui formate en lui donnant y-m-d. Ensuite, j'ai besoin du start time. Ça, c'est le temps. Ben, pareil, je peux récupérer le point de départ et le formater au format attendu. Donc ça serait h2.i. Enfin, pour la fin, ben, je fais la même chose que la ligne du dessus, sauf que ça sera end et ça sera getEnd. Et le dernier champ que j'oublie toujours, c'est description. Ça sera event getDescription. Là, en fait, je remplis mon petit tableau qui va permettre de pré-remplir les différentes données. Si maintenant j'essaie de resoumettre et de réactualiser cette page-là, je vois bien qu'on me dit éditer l'événement, le nom de l'événement, et mon champ est déjà pré-rempli avec des valeurs. Je vais peut-être modifier le bouton pour ici mettre modifier l'événement. Et je vais peut-être aussi entourer tout ça d'une div qui a la classe container, histoire que ça soit convenablement présenté. Et en bas, je me dis, allez hop, on va faire un render footer, ça sera un petit peu plus sympa que ce require. Par contre, ce qui va changer, c'est la partie traitement. Donc on peut s'inspirer de ce qu'on avait fait pour la partie add. Donc je reprends toute cette logique-là. Donc on récupère les données qui ont été postées, ça ne change pas. On récupère les erreurs, donc ça, on n'a pas besoin de le faire parce que c'est déjà écrit en haut. Ensuite, on utilise le validateur et on lui passe les données. Donc on peut même mettre data ici, hein, vu que c'est la même chose. Si les valeurs sont vides, ben là on faisait un new event. Ben, on n'a pas besoin de faire un new event, vu qu'on a déjà l'événement qui est récupéré un peu plus au-dessus. Donc on peut simplement lui dire, ben, sur l'événement, je veux que tu changes le nom, la description, le point de départ et le point de fin. Et ensuite, ben, plutôt que d'utiliser la méthode create, je veux que tu utilises la méthode update, qui permettra de mettre à jour un événement. Et de la même manière, je n'ai pas besoin d'initialiser events ici, parce que je l'ai déjà initialisé au-dessus, pour pouvoir faire mon find. Lorsque ben, tout s'est bien passé, je redirige vers success. Donc la seule chose qu'il me faut faire, c'est maintenant au niveau de ma classe events, créer cette méthode update. Donc j'ouvre ma classe events.php, je vais m'inspirer de ce que j'ai fait pour le create, hop, ça va s'appeler update et ça prendra le même type de paramètre event. Je n'oublie pas de documenter. Donc ici, ça sera met à jour un événement au niveau de la base de données. Et là, ça sera créer un événement au niveau de la base de données. À l'intérieur, ben, ça sera plutôt simple. On fera un coup de update. On va mettre à jour events et on définira le nom. On définira ensuite la description. Donc là, globalement, on écrit une requête SQL en évitant de se planter dans les noms. Hein, ça permettra de simplifier les choses. Ensuite, on avait dit le start, ça sera aussi une valeur. Et ensuite, end, ça sera une valeur. Mais par contre, dans le cas du update, il faut rajouter un truc supplémentaire qui sera un where
l'ID doit être égal à ce paramètre-là. Ensuite, lorsque j'exécute, ça sera le même ordre de paramètres, sauf qu'il me faudra en plus préciser l'ID. ID que je pourrai récupérer grâce à la méthode getID. Et là, j'ai juste mis en place ma méthode update. Donc, vous voyez, c'est plutôt simple. Une petite chose que l'on pourrait peut-être optimiser, c'est cette partie-là. Si je regarde dans Edit et Add, cette partie qui crée un événement, c'est un petit peu toujours la même chose. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être d'avoir... Donc là, je sais, pour l'instant, on peut le mettre dans cette classe-là, mais on pourrait avoir une classe dédiée à ça. On pourrait avoir une méthode public function qui s'appellerait hydrate. On lui donnerait en paramètre un événement. Donc là, ça serait directement un événement. Et en second paramètre, on lui donnerait des données sous forme de tableau. Donc ces données, elles auraient un certain type. Et cette méthode retournerait l'événement après y avoir fait certains changements. Et elle ferait exactement ce que l'on a écrit ici. Donc toute cette partie-là, plutôt que de me répéter à chaque fois, je la mettrai dans ma classe Events. Je remplis le nom, je remplis la description, et je n'oublie pas de mettre des anti-slash ici pour que le namespace soit respecté. Au niveau de ma méthode add, j'ai juste à lui dire, je veux que tu prennes Events, et je veux que tu hydrates. Je te passe en premier paramètre un nouvel événement, parce que je n'en ai pas, et je te passe en second paramètre le tableau. Dans le cas de l'édition, pareil, ça me permet de supprimer tout ça, et de lui dire Events, hydrate, je te passe en paramètre l'événement, que je peux récupérer de plus haut, et les données. Voilà. Donc là, je pense qu'on a réduit vraiment au minimum. On voit que notre logique, dans la partie add, elle est très simple. On inclut Bootstrap, ça sera toujours nécessaire. On va rendre le header, mais on va plutôt le rendre à la fin. C'est important de toujours faire la partie traitement avant. Donc dans la partie traitement, on définit data, on définit les erreurs à vide. Ensuite, on vérifie est-ce qu'on est en train de poster. Si on est en train de poster, je crée une variable data. Je crée un validator et je valide les données. Si on n'a pas d'erreur, j'hydrate pour créer un événement et ensuite je le sauvegarde. Et ensuite, je redirige vers la page index. Donc on a vraiment le strict minimum. Toute la complexité est dans ma classe Events. Dans la partie Edit, c'est un peu la même chose. Je crée ma partie Events, mais je rajoute en plus la partie récupération d'un utilisateur. Et je pense que je pourrais même réduire ça, comme ça, en mettant ici point d'interrogation nul. Et ça serait capturé comme une erreur. Si j'essaie d'éditer en mettant absolument n'importe quoi, on voit qu'on obtient quelque chose de type error. Mais on pourrait mettre un second catch pour lui dire je capture aussi les choses qui sont de type erreur. Dans ce cas-là, si je réactualise, ça donnerait quand même une page introuvable. Donc ça permet d'optimiser encore plus les choses et de réduire un petit peu notre code. Donc là, on est pas mal. Et on va essayer d'éditer notre événement. On va enlever ça. Et on va essayer de soumettre en mettant une petite description. Je soumets mon formulaire. Et mon événement ici, s'appelle bien événement de test. J'édite celui-ci. J'enlève les divs parce que ce n'était pas forcément tip top. Je les enlève ici aussi. Ça permet de voir que ça fonctionne convenablement. Je vais changer l'heure pour mettre 12 heures au lieu de 13 heures. Et je modifie l'événement. Et là, il apparaît bien à 12h25. Si jamais je prends cet événement-là et je le mets à 18h, j'essaie de soumettre, on me sort bien l'erreur, et il ira jusqu'à 19h. Je soumets et ça fonctionne convenablement. Ce que vous pouvez rajouter, c'est au niveau de votre méthode qui permet de récupérer les événements. Mais là, je vois que ça fonctionne bien de base, ce qui est étonnant. Mais vous pourriez rajouter que vous mettez une condition. Il est où? C'est le get events between pour avoir un ordre. Vous mettez un order by et vous organisez par date croissante ou décroissante. Si vous mettez par date décroissante, et que vous réactualisez votre page, vous voyez que le 18h apparaît avant le 12h. Donc c'est important de mettre en ordre ascendant. Et dans ce cas-là, on a bien le 12h25 qui apparaît avant le 18h. Dernière petite chose, et on aura fini avec ce tutoriel, j'ai envie de pouvoir appuyer sur un mois pour pouvoir automatiquement rajouter un événement. Donc si je clique sur 18, je veux pouvoir rajouter un événement le 18. Alors je peux le faire assez simplement, je vais tout simplement localiser la partie dans index.php qui est responsable de l'affichage des jours. C'est cet élément-là, cet élément-là. Je le transforme en lien. Au niveau du lien, je vais mettre un href, donc on mettra add.php, et je vais lui préciser la date. Et la date, ça sera
directement, on peut le récupérer comme ça et le format ça sera y-m-d, histoire de me simplifier la tâche. Si je réactualise, tous les liens apparaissent comme ça et si je clique sur le 11, on voit bien que la date passe. Il faut par contre qu'elle soit injectée ici. Premier réflexe naturel serait de prendre la méthode add et de lui rajouter une petite condition. On va pouvoir le faire ici. If isSet $_get date. Hop, je vais y arriver. Si ça c'est défini, on fait un data de date et on va mettre la valeur qui est passée en get. En l'état, ça devrait fonctionner. Ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est directement la définir comme ça, en lui disant qu'on va avoir une clé date, et ça sera $_get date, et si ça ce n'est pas défini, je mettrai rien ou je mettrai nul. À vous de voir. Ça permet d'économiser, selon moi, une ligne, c'est toujours agréable. Donc, si je réactualise, ça me donne bien le 11-3-0-2018. Mais qu'est-ce qui se passe si je rentre absolument n'importe quoi? Par exemple, je rentre quelque chose qui ressemble à ça. Là, il va quand même essayer, si je regarde mon code source, au niveau de la partie valeur, pour la partie date, de rentrer cette date-là, ce qui peut poser problème. Dans ce cas-là, vous pouvez vous dire, je me suis déjà embêté dans la partie validator. J'ai déjà créé la partie date qui permet de valider qu'une date est valide. Pourquoi je ne réutiliserai pas ça? Seule chose qu'il faut faire, c'est s'assurer que data soit correctement définie. Et je me dis, ça pourrait être intéressant parfois, si je le souhaite, dans le constructeur de pouvoir définir les données. Donc on va créer un constructeur et on va lui dire que dans le constructeur, on peut avoir des données. Donc on mettra array data et on dira que par défaut, c'est un tableau vide. Et on fera à l'intérieur un visData égale data. On initialise la valeur. Et là, pourquoi il râle? Le return type does not match. Donc c'est vrai que pour le coup, on n'a pas de retour type, donc on mettra un return de visErrors par défaut. Même si ça ne sert à rien, histoire qu'il arrête de râler. Donc dans ma partie add, je pourrais lui dire je veux créer un nouveau validateur. Donc je ferai validator égale new validator. Mais là, je crée un validator directement et non pas un event validator parce que je veux valider manuellement les données. Je lui passe data et ensuite je lui dis validator, validate, le champ c'est le champ date et je veux que ça soit une date. Cette méthode par contre, il ne me semble pas que j'avais mis un retour. Ouais, on voit effectivement que je n'ai pas de retour. Donc là, on mettrait un retour booléen et ça serait un return false si on a une erreur ici. Et sinon, on return directement le résultat de cette méthode-là, qui return false s'il y a une erreur et return true sinon. Donc cette méthode me dira si la date est valide. Donc je vais lui dire que si la date n'est pas valide, je pourrais afficher une petite alerte. Et pour le coup, je mettrai un throw new exception démo. C'est juste pour l'exemple. J'essaie de réactualiser ma page, donc ça montre ma partie code source. Et là, on me dit bien, j'ai l'erreur démo. J'essaie de recliquer sur le lien qui était correct et j'arrive correctement à afficher la page. Seul petit problème maintenant, c'est que si je ne mets absolument rien, lui il va me sortir l'erreur démo parce qu'il va me dire non, date étant nulle, vu que ce n'est pas défini, ça me pose un problème. Donc on pourrait rajouter une condition ou se dire tout simplement par défaut on va pré-remplir ce champ avec la date du jour, c'est plus logique. Voilà, ça permet de résoudre un petit peu tout. Si jamais on a une erreur, en fait si jamais la date n'est pas formatée, j'ai pas vraiment de solution particulière. Moi, le truc que j'aurais tendance à faire, c'est tout simplement de dire, dans ce cas-là, tu définis la date à la date du jour. Donc, si jamais on a une date que je ne sais pas interpréter, je remets la date du jour. Comme ça, ça permet de gérer tous les cas. Donc, si j'arrive sur cette page-là, on est bien là. Si je vais sur mon calendrier et que je clique ici, je vais ajouter un événement pour ce jour en particulier. Ce que je pourrais peut-être aussi faire, c'est pré-remplir start et end. À vous de voir après si vous jugez ça utile ou non. Donc moi je me dis allez pourquoi pas, allez on va mettre start et par défaut ça sera date de h2.i et ça sera la même chose pour la date de fin. Donc end ça sera h2.i. Hop, on enlève la virgule ici, on en met une ici, hop, on réorganise un peu le code et là comme ça permet de remplir les choses encore plus rapidement. Donc on va faire un démo. On avait dit que c'était le deuxième jour du mois et on mettra de 17h à 18h. Je clique sur ajouter l'événement. Et j'obtiens une petite erreur parce qu'effectivement, events doit être créé avant. Voilà, et là, on a terminé. Alors peut-être deux petits détails. Le premier, c'est que je me dis que le message de succès, il n'est pas forcément tip-top parce qu'il décale tout. Donc je vais le mettre plutôt à cet endroit-là.
Comme ça, normalement, il devrait apparaître entre les flèches de navigation et le titre, ce qui est pas mal. Et un dernier petit problème, c'est peut-être afficher la date du jour en surimpression. Donc par exemple, à cet endroit-là, peut-être avoir un booléen que l'on va appeler isToday, qui prendra la date du jour. Donc on prendra juste y-m-d et on le comparera à la date que l'on formatera de la même manière. Donc y-m-d. Et on va mettre que si c'est la classe isToday, on rajoutera une classe supplémentaire. Donc on recopiera un peu la même condition, on mettra un petit espace entre les deux. On lui dira que si c'est isToday, dans ce cas-là, on rajoutera la classe calendar underscore today. Ensuite, au niveau de mon calendar CSS, hop, on va avoir pour le TD qui a la classe, je vous dis même on va l'appeler isToday. On va lui donner un background color et on mettra un background color qui correspond à la couleur des bordures et peut-être diminuer légèrement la luminosité. Voilà, et du coup dans le index.php, j'ai décidé de renommer ça isToday. Je réactualise ma page et ça fait l'effet complètement inverse. C'est si c'est isToday, il faut que je lui donne la classe. Dans le cas contraire, il faut que je lui donne pas. Sinon tous les jours, autres que le jour d'aujourd'hui, vont avoir cette couleur-là. Et je vais diminuer encore plus la luminosité. Voilà, parce qu'on voit que c'est quand même un peu fort. Et si je clique sur ajouter un événement, je mets n'importe quoi et je viens de rajouter un événement pour aujourd'hui. Donc là, on a fini avec ce système de calendrier. Alors qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer les choses et qu'est-ce que vous pouvez faire pour continuer à apprendre? Alors première chose que je vous invite à faire, c'est créer un bouton supprimer. Donc globalement, lorsque je suis sur l'édition d'un événement, peut-être avoir un bouton que je mettrai ici, qui serait un bouton supprimer. Lorsque l'on cliquerait dessus, ça appellerait delete.php en post et vous vérifierez l'ID. Si l'ID existe, vous supprimez l'événement. Donc pour faire les choses correctement, il faudrait avoir, donc on va le créer ici même si on ne va pas la remplir, une méthode delete à cet endroit-là qui prendra en paramètre un événement et qui retournerait un booléen pour dire si ça s'est correctement fait. Si jamais vous êtes en train de créer des méthodes, ce qui est mon cas ici, vous pouvez mettre le commentaire to do. Donc c'est un commentaire qui est reconnu par certains éditeurs ou même par certains outils et qui permet de vérifier qu'il n'y a pas des choses à faire au moment où vous faites des changements. Et là on va mettre supprime un événement. Ensuite, autre petite chose, c'est sur cette partie-là, peut-être essayer d'améliorer un petit peu le code. Ce qui serait intéressant, ça serait peut-être de créer une classe calendar et de grouper certaines méthodes que l'on fait ici. Parce qu'on voit là, on commence à mélanger beaucoup de code PHP et de code HTML. Donc ça devient un petit peu difficile à lire. Donc voir si on ne peut pas avoir une classe calendar qui permettrait de générer les classes ou ce genre de choses. Et même, on pourrait aller encore plus loin en créant une classe calendar générale qui, elle, génère tout ce code HTML. Comme ça nous permettrait, quand on le veut dans une page, par exemple, on pourrait avoir une nouvelle page qui aurait une sidebar. Et à l'intérieur, on pourrait avoir quelque chose qui ressemblerait à ça. On ferait un $calendar. Hop là, calendar égale new calendar. On lui passerait en paramètre l'instance de PDO parce qu'on en aurait besoin. Et ensuite, partout dans la page où je le souhaite, je pourrais faire un calendar, display ou show. Et je lui dirais, tiens, j'aimerais bien que tu m'affiches le calendrier pour 2018 et le deuxième mois, le mois de février. Et hop, ça m'afficherait ce calendrier. Plus tard, je pourrais avoir un autre calendrier pour le mois de mars, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça pourrait être pas mal d'avoir la gestion de tout ce calendrier sous forme de simples petites méthodes. Et vous pourriez même avoir une dernière option qui serait true pour dire je veux afficher le bouton plus permettant de rajouter des événements et je veux que quand on clique sur un événement, on puisse éditer les choses. Donc vous pourriez modulariser carrément tout cet affichage-là pour pouvoir réutiliser un maximum votre code. Donc je vous invite à essayer de faire ça. Donc commencez par essayer de mettre en place la partie suppression et peut-être ensuite créer une classe calendar pour pouvoir afficher des calendriers où vous le souhaitez. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un petit peu inspiré sur comment on peut faire les choses, comment écrire les choses. Vous le voyez, on peut essayer de séparer au maximum la logique dans des classes pour pouvoir mieux s'organiser. L'avantage, c'est que si demain j'ai un autre projet dont j'ai besoin d'avoir un système de calendrier, je peux récupérer toute ma classe calendar et je pourrai la réutiliser où je le souhaite. L'avantage aussi, c'est que si demain j'ai besoin de modifier les règles de validation de mes formulaires, si par exemple l'administrateur me dit tiens, j'aimerais bien rajouter
une date de fin? Il me suffit simplement de modifier la partie form.php. Dans cette partie-là, je rajouterai un nouveau champ pour une nouvelle date. Ensuite, je modifierai le event validator pour lui dire voilà, il faut valider ce nouveau champ qui soit convenablement défini. Et enfin, il me suffirait simplement de modifier le events pour changer la partie persistance, pour ajouter les champs à sauvegarder au niveau de la base de données, mais changer aussi la partie hydratation. D'ailleurs, je ne l'ai pas bien commenté. Donc cette partie-là, pour lui dire, voilà comment tu dois remplir le nouveau champ. Donc c'est plus facile de modifier les choses dynamiquement parce qu'on sait exactement où sont placées les choses. Si vous aviez le code écrit un petit peu en procédural à la fois dans la partie édition et la partie add, dès que vous allez avoir besoin de faire une modification, ça veut dire que vous allez être obligé de le faire dans add, dans edit et dans toutes les vues actions où vous feriez des modifications des événements. Là, c'est un petit peu plus pratique. Donc n'hésitez pas à me faire un retour sur ce type de vidéo si vous aimez bien ces cas pratiques où on n'utilise pas forcément tout de suite des tonnes de librairies telles que Twig, où on n'utilise pas de framework. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous jugez que c'est trop rapide ou qu'est-ce qui vous a peut-être bloqué. Et ça me permettra d'améliorer les futurs contenus et de mieux orienter les prochaines vidéos. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans de prochains tutoriels.